Bonsoir. C'est un homme normal, c'est-à-dire un être humain faillible, donc avec ses qualités et ses défauts. Dans le registre des éloges, il est, ou mieux a été à une période de sa vie, crédité d'un grand capital courage, notamment lors de la période dite de Braise dans notre pays, ou même lors de la chasse à l'homme ouverte contre les UPCistes dans notre pays. À cette époque, c'était un monsieur grand H qui savait se faire entendre, persuader, dissuader même, voire haranguer les foules, confère son activisme dans des mouvements à connotation politico-sociale, à l'instar du comité de soutien des 9 de Bépanda, la contestation contre les délestages au Cap Liberté. Tout le monde lui prédestinait alors une riche carrière politique. Hélas, ou du moins pas jusqu'ici, la promesse n'aura tenu la promesse, les fruits n'auront tenu la promesse des fleurs. Et pour certains, il est en partie responsable de cet art et avatar du fait de sa vie familiale et sentimentale suffisamment agitée pour un homme politique ambitieux, mais aussi, disent ses critiques, de ses accointances très portées vers la vie mondaine. Pour cela, c'est un trop grand viveur, tout compte fait. C'est un homme politique qui a sans doute encore beaucoup à offrir, même s'il lui est fait constamment le reproche d'être collé à la gestion directe du Manidem, dont il a été le président fondateur 7, mais dont il a passé les mains du leadership voilà 5 ans environ. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, que celui qui se cache derrière cette présentation n'est autre que Anissé Ikané. Il est membre du bureau politique du Manidem, c'est l'invité de Face à Okol. Il est déjà confortablement installé dans ce studio et je voudrais, Anissé Ikané, vous remercier d'avoir pratiquement annulé un voyage pour prendre part à cette émission. Bonsoir. Oui, c'est le moins que je pouvais faire puisque c'était la première fois que vous m'invitiez à cette grande émission. Et c'est un plaisir de me trouver sur ce plateau, malgré cette présentation assez particulière du personnage. Pourquoi particulière, Anissé? Oui, parce que, bon, on va peut-être revenir tout au long de l'émission. Vous savez, on ne peut pas, pendant au moins une quarantaine d'années, être toujours à l'avant de l'actualité. Il faut passer le relais. Il faut amener progressivement la nouvelle génération à prendre les rênes d'un parti comme le nôtre, puisque c'est un parti d'avenir. Et être là en soutien, être là au moment où il faut. C'est la première remarque que je vais faire. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que la carrière politique d'un homme, politique, dans le contexte d'une dictature, soit-elle conviviale comme celle qui prévaut au Cameroun, ne se mesure pas au fait qu'il soit au gouvernement, soit à l'Assemblée que vous connaissez très bien, etc. Vous savez, si j'arrivais à disparaître aujourd'hui, vous voyez, c'est le souhait pour personne, hein, j'imagine. Même vos adversaires politiques ne souhaitent pas voir disparaître. Mais l'autre jour, il y a un prédicateur qui disait que la mort est insatiable. Non, je voulais dire que si m'arrivais à disparaître aujourd'hui, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir passé le relais, d'avoir entraîné une nouvelle génération à la direction du parti, d'avoir contribué à sa formation. On va rentrer de plein pied, Anissé Ikané, soyez-en assurés. Comme vous imaginez, on parlera abondamment de votre activisme et on parlera beaucoup de politique, on parlera des questions d'actualité. Mais comme c'est de coutume, parce que vous êtes téléspectateur de Face à Okol également, on ne va pas vous louper avec votre côté court, côté jardin. Mais peut-être faut-il me plier à une exigence que je m'impose souvent. Est-ce qu'il y a d'aventure des questions que vous ne voudriez pas que nous abordions? Ah non, pas du tout, aucune. Je suis tout à fait ouvert à toutes les questions, aussi indiscrètes que soient-ils. Toutes les questions ont des réponses. Très bien. Alors, Anissé Ikané, je voudrais que nous commencions cet entretien par le Manidem. Je l'ai dit dans le sommaire, c'est pratiquement un parti, vous êtes certes membre du bureau politique, mais au sujet de sa gestion de fêtes quotidiennes, elle semble vous coller à la peau pratiquement. Vous avez offert la chef en gardant l'accord? Pas du tout. Vous voyez, ce qui gêne un peu
l'opinion par rapport à ce qui se passe au Manidem, c'est que c'est pas courant. C'est pas courant que des membres fondateurs cèdent de façon délibérée sa place à d'autres camarades pour diriger le parti. Ça, c'est inédit. Donc, les gens ne comprennent pas. Alors, Anissa Kane, il faut qu'on s'entende là-dessus. Oui, est-ce que vous avez démissionné ou on vous a démissionné, clairement? Bon, alors, ce que vous venez de dire auparavant ne pourrait pas, à la limite, coller avec le fait qu'on m'ait démissionné. Parce que si on m'a démissionné, je ne pourrais plus avoir les rênes du parti, vous voyez. Donc, il y a peut-être des raisons qui l'expliquent, qu'on dira ici, peut-être. Non, il y a toujours des raisons pour lesquelles quelqu'un... La réponse à cette question, c'est quoi? C'est vous qui démissionnez ou bien... Ah, c'est moi qui démissionne. Alors, qu'est-ce que vous surtout, je démissionne surtout à la surprise générale. Personne ne savait, le jour où on fait la direction, la réunion de la direction, parce que dans nos statuts, à chaque réunion de direction, on peut changer de l'exécutif du parti. Parce que la direction, c'est le comité national de coordination, un certain comité directeur. Donc le jour où je démissionne, personne n'est au courant. Même mes camarades les plus proches, même pas ma compagne. Je démissionne vraiment parce que j'ai décidé de faire. Sauf que cette démission arrive après un audit qui a été commandité et qui révèle notamment des normes de détournement de fonds avec un de vos camarades d'hier, je ne veux pas le nommer, Bikidik Jérémy. Cette démission arrive après cet audit qui révèle quand même des détournements de près de 50 millions de francs CFA. C'est pas l'argent des cacahuètes. C'est pourquoi c'est marrant, parce que personne ne peut imaginer que le Manidem brasse autant d'argent. Vous voyez, donc ce sont des fantasmes colportés par ceux qui n'aiment pas beaucoup le Manidem. Vous voyez, ceux qui nous côtoient savent bien qu'on ne brasse pas. Peut-être qu'on se tromper sur le montant, mais reste qu'il y a eu effectivement un audit, vous n'allez pas le contester, un audit qui a révélé qu'il y avait des malversations financières. Pas du tout. Chaque fois qu'on a la direction du parti, on fait le point sur le plan des finances. Et dans notre parti, le président ne manipule pas les sous. Vous voyez, le président n'est pas le seul ordonnateur en plus des dépenses. Donc moi je pense que... Votre compère, Bikidik, lui, manipulait les sous. Vous allez me trouver des compères partout. Vous savez, quand on voit a posteriori ce qui s'est passé avec l'épisode de l'ex-camarade Banakani, vous comprenez pourquoi la séparation a été facile avec Mbanda. Mais au nom de quoi est-ce que votre démission a pratiquement résulté d'une réunion du comité national de coordination de votre parti? Mais parce qu'à les statuts, à chaque direction, au long de la direction, on peut refaire tous les exécutifs du parti. C'est-à-dire le Congrès élit une direction du parti, en fait l'Assemblée du parti, qui élit un exécutif qui n'a pas de mandat, en réalité, qui dirige le parti, assure l'exécution des tâches de la direction, mais qui peut être à tout moment débarqué, donc forcément, quelqu'un peut démissionner à tout moment. Lorsque, même entre les mais pour avoir couvert cet événement, vos camarades vous faisaient également le reproche d'avoir favorisé une crise morale. C'est-à-dire vous accusez pratiquement de crise morale et d'un manque de cap pour la direction du parti à ce moment. Oh, ben, vous voyez, je ne sais pas d'où vous tenez vos informations. Ce que je peux vous avez dire... couvert cet événement, Anissa Kane, en son temps. Oui, ben, on doit avoir des choses assez précises, mais apparemment, vous dites semblait, vous êtes dans un conditionnel total. Je n'ai pas dit qu'il semblait, j'ai dit vos camarades vous faisaient ce reproche. Je n'ai pas parlé au conditionnel. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois qu'il y a eu un changement à la direction du parti, bon, j'ai toujours entendu que celui-là a été placé par Ekanan ici. Je me donne trop le pouvoir. Il y a un monsieur qui me dit, il faut toujours accepter les pouvoirs qu'on vous donne, même si vous ne les avez pas. Très bien. Anissa Kane, je voudrais vous proposer que nous allions à Yaoundé retrouver un monsieur que vous connaissez certainement. C'est un politologue, c'est un homme des médias également. Njoya Moussa, c'est son nom. Il a 2 ou 3 questions à vous poser spécifiquement sur le cas du Manidem. Allons à sa rencontre. Bonsoir Njoya Moussa. Bonsoir Amon Okol et bonsoir Ekana Anissé. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien heureux de vous retrouver. Alors, moi je vais vous demander d'entrer en 2009 comme Amon Okol. Vous avez décidé de passer la main au niveau du Manidem. Et comme cela, on a constaté quelques temps après, même avant l'élection présidentielle,
que les choses n'ont pas fonctionné comme cela devait se passer, notamment avec M. Bandakani. Alors, selon vous, est-ce que c'était un coup de com'? Parce que vous voulez justement faire dans l'inédit. Alors, on a quelques difficultés à vous percevoir parfaitement, Andrea Moussa. Je ne sais pas si c'est ici à notre niveau ou si c'est à votre niveau. On vous perçoit, certes, mais très faiblement. Je ne sais pas s'il faut lever la voix à votre niveau ou bien c'est au niveau de l'artistico-technique ici. Ok. Je reprends. Je demande si le coup de 2009, avec le passage de la main par M. Kane Anissé à M. Bandakani, est-ce que c'était un coup de com' ou bien est-ce que c'était un faux départ dû justement aux querelles à l'intérieur du Maniden qui devenait assez persistante? Anissé? Je n'ai rien compris. Alors, ça va peut-être être compliqué à suivre. Je ne sais pas quelle attitude on devrait avoir. Pourtant, il semble très précis dans sa question. On va peut-être faire une autre tentative. Oui, Andrea Moussa, je crois que cette fois-ci, on vous percevra mieux. Allez-y. Oui, est-ce que vous me suivez là? Parfaitement, 7 sur 5 maintenant. D'accord. Je posais une question très simple. Est-ce que le départ de M. Kane Anissé de la tête du Maniden n'était pas un coup de com' pour essayer de faire dans l'unité politique au Cameroun, ou bien c'était juste un faux départ pour calmer les querelles qui devenaient assez persistantes à l'intérieur du Maniden? Très bien. Andrea Moussa, Anissé répond à cette première question. Oui, non, pas du tout. Vous savez, je venais de vous dire que j'ai démissionné à la surprise générale. Vous savez, quand j'ai été élu... Mais Andrea parle d'un coup d'éclat. Oui, bah alors si c'était un coup d'éclat, c'était un coup de maître, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous en parlez, alors que ça date de plus de 5 ans. Et que le Maniden a fonctionné depuis avec 3 autres présidents. En fait, le problème, c'est que c'est inédit. Vous voyez, on ne comprend pas qu'un président, parmi les fondateurs d'un parti, le laisse diriger de façon délibérée par d'autres camarades, tout en restant dans l'activité du parti à la direction. C'est ce qui n'arrive pas à rentrer dans la tête des Camerounais parce que ça ne se fait pas. Je ne voulais faire aucun coup d'éclat médiatique. J'ai voulu, à un moment donné, prendre mes responsabilités et pousser les camarades à prendre les leurs. Vous savez, juste après ma démission, ça montrait bien qu'il y avait des ambitions. Il y a eu 3 candidats pour succéder à Kane Anissé. L'élection qui a suivi, il y a eu également 3 candidats. Et là où le Kamara Yagba vient d'être porté à la tête du parti jusqu'au prochain congrès qui est imminent, il y avait 2 candidats. Vous voyez, donc chaque fois, il y a des ambitions qui se manifestent, ce qui est normal. Ça montre cette vitalité dans le parti. Très bien. Andrea Moussa? Oui, allez-y, deuxième question. Oui, l'autre question. Kane Anissé doit savoir que la vie politique au Cameroun est essentiellement marquée par la patrimonialisation. Qui voudrait que les présidents des partis politiques, notamment d'opposition, confondent les caisses du parti avec leur poche, ou bien la vie familiale avec la vie du parti politique. On l'a observé dans une certaine mesure NDP où les enfants de M. Samuel Lebois considèrent que c'est leur parti. On l'a vu dans le DIC de M. Gustave Issaka. On l'observe de manière assez ubuesque et burlesque à l'UDC aujourd'hui où on parle carrément de parti conjugal. Alors, pour venir à ma question, depuis un certain temps, on voit la montée en puissance de mademoiselle Marianne Kane, autant pour moi, au Maniden. Alors, et sachant que d'autre part, le siège du Maniden se trouve dans la maison familiale à Bonadibon, est-ce que on pourrait penser que le Maniden aujourd'hui entraîne dans la même direction que les autres partis politiques marqués par la patrimonialisation dont je parlais tout à l'heure? Anissé? Non, pas du tout. Il y a quand même des différences. Je ne suis plus président du parti. Tous les autres cas... Mais vous avez beaucoup d'influence.
C'est cette influence que vous m'attribuez. Vous savez, en tant que dirigeants, qui sont connus de tout le monde. En tant que dirigeant du parti, cadre du parti, militant politique depuis une quarantaine d'années, j'ai acquis une grande expérience, sans être très prétentieux, qui doit me permettre d'accompagner la direction du parti. Si l'influence est politique, certainement, mais elle n'est pas administrative. Dans notre parti, qui est véritablement démocratique, j'ai une voix, comme tout le monde, même quand j'étais président du parti. On voit effectivement une très grande poussée de Marianne. Bon, du coup, on a le sentiment que vous l'avez préparé à ce qu'après, vous, ce soit elle. J'y arrive. Deuxièmement, c'est une contribution que j'ai faite en donnant une des villas familiales au parti pour qu'il y ait ça son siège. D'autres camarades ont d'autres contributions, y compris leur propre militantisme, en dépit des difficultés qu'ils ont tous les jours. Concernant Marianne et Canet, je ne sais pas, les journalistes sont quand même très pertinents. Je crois que s'ils avaient vu dans sa médiatisation une manipulation ou bien une instrumentalisation d'Anissé Canet, il aurait dit, mais sans lui donner des qualités exceptionnelles, je pense que cette camarade, qui est aussi ma jeune sœur, a beaucoup de pugnacité. Nul ne l'a contesté. Tout à fait. Mais seulement, on a le sentiment qu'il y a une certaine hégémonie familiale qui prend le pas sur le parti politique. Elle n'a aucune responsabilité effective autre que celle d'un cadre du parti qui participe à l'action collégiale de direction de notre parti. Mais toujours dire que quand on parle de Manidem, aujourd'hui, on entend Ekane Anissé ou Marianne Ekane presque exclusivement. Oui, il y en a beaucoup. Vous savez, pour différentes raisons qui ne se mettent pas au devant des médias. Vous savez que, par exemple, dans le milieu des journalistes, on a des cadres avérés que vous connaissez très très bien, qui pour des raisons évidentes, aujourd'hui ne se mettent pas en avant. C'est peut-être ce qui met en évidence le plus Marianne, qui a des qualités. Nul ne l'a contesté. Alors, permettons peut-être je finis en disant ceci. Vous savez, dans un parti comme le nôtre, il est très difficile de s'imposer si on n'a pas les qualités pour le faire. Très bien. Anissé, permettons à Njoya Moussa de conclure. Njoya? Oui, je vais conclure avec une question à deux volets. Oui, sachant que l'article 121 du Code électoral dit qu'un parti ne pourrait pas avoir de candidat à la prochaine élection présidentielle si ce parti n'a pas d'élu local, sachant que l'activité principale de M. Kane Anissé consistait à être candidat à l'élection présidentielle et que son parti n'a pas d'élu local, quel avenir politique désormais pour M. Kane Anissé? Et deuxième volet, lui qui est dans un parti politique à forte culture idéologique, disons pro-marxiste, que pourrons-nous retenir de l'eucanisme, un peu comme le gaullisme ou bien le mitterrandisme, comme diraient certains? Que pourrons-nous retenir de l'eucanisme demain si M. Kane Anissé n'est plus là, bien sûr? Voilà, à son humble avis, tout au moins. Njoya Moussa, permettez-moi de vous dire infiniment merci d'avoir réagi en direct de Yaoundé et d'avoir cuisiné à votre manière Anissé Kane. Merci infiniment. Alors, je vous remercie. Très bien. Alors, deux volets de la question. Répondez précisément à ces deux questions. D'abord, c'est au moins inélégant de penser que mon acte principal, c'est d'être candidat. Ça fait une grosse injure à notre parti. On vous a vu très peu aux élections locales, comme lors de la dernière. On avait le sentiment que Anissé Kane, c'était d'abord le candidat à l'élection présidentielle. J'étais déjà 2 fois candidat à l'élection présidentielle, 4 fois candidat à l'élection législative et municipale. Vous voyez, donc ce n'est pas l'élection présidentielle. En ne récoltant aucun laurier. Il y a des raisons. Deuxièmement, mon acte principal est consacré au développement de notre parti. Pas être candidat à l'élection présidentielle, c'est une tâche comme une autre, comme un camarade qui va mobiliser dans la RPI, qui va faire des formations dans nos bases. Sortie de l'élection présidentielle, on n'en parle même plus dans le parti, sauf les journalistes qui sont... N'oubliez pas le nœud même de cette question. Oui. L'avenir politique, c'est quoi? Vous êtes membre du bureau politique maintenant. Vous allez continuer à être membre du bureau politique ou bien vous allez faire rétropédalage pour reprendre la tête du parti? Votre avenir politique, c'est quoi? Jamais plus je ne serai président de Manidem. Moi, je le dis publiquement, jamais plus. Je l'ai dit
dès le jour où j'ai démissionné, que c'est la dernière fois que j'aurais jamais pu être président du parti. Là, c'est clair. Premièrement, j'ai l'obligation de continuer à accompagner mes camarades, mes jeunes camarades, dans le développement et la formation et la direction du parti. À quoi ça sert d'acquérir une certaine expérience si on ne la met pas au service du parti seulement parce qu'on n'est plus président du parti? Vous voyez, moi je pense que ça doit être mis à mon crédit, le fait que je continue à militer sans être le principal dirigeant nécessairement administratif. Très bien. Deuxième volet de la question. Oui. Sur le canisme, qu'est-ce qu'on retiendrait après un éventuel départ que personne ne souhaite? Les militants politiques n'écrivent pas leur histoire, c'est les autres qui les écrivent. Qui écrivent leur histoire. Ben, on écrira mon histoire, on en retiendra ce qu'on en aura retenu. Très bien. Alors, si on vous exclut un peu et qu'on parle du parti même, vous qui êtes membre du bureau politique, je suppose que c'est l'instance suprême, l'avenir du Manidem, c'est quoi à votre avis? Nous avons, étant de la grande famille politique UPCiste, nous avons une histoire glorieuse. Nous avons certainement maintenant... Ne regardez pas dans le rétroviseur, mais plutôt vers l'horizon. Je n'ai pas fini ma réponse. Aujourd'hui, nous avons certes un présent laborieux du fait du contexte politique dans lequel on se trouve, qui ne favorise pas les partis qui font confiance à l'intelligence des Camerounais, mais à tous ceux qui sont dans le régionalisme, le tribalisme, les compromissions, les combinations, les réseaux, etc. Donc notre présent est peut-être très laborieux, mais nous avons un avenir prometteur. Parce que le Cameroun de demain, ce sera le Cameroun des partis politiques qui font confiance aux idées et à l'intelligence des hommes, en l'occurrence des Camerounais. Donc nous avons un avenir très prometteur. Très bien. Anissa Ekane, je voudrais vous poser cette autre question claire, et répondez-moi de manière précise. Toutes les questions sont claires. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment à un moment donné que vous, Anissa Ekane, vous faites ombrage à tous les présidents qui se sont succédés à la tête de votre parti après vous? Vous êtes membre du bureau politique, mais j'ai envie de dire que quand on dit Manidem, on voit d'abord Anissa Ekane. Bon, est-ce que vous, ça ne vous gêne pas? On ne va pas passer la soirée à se poser cette question philosophique ou mystique. Est-ce que Ekane Anissé dirige le Manidem dans l'ombre? Ben, posez la question, vous avez l'occasion de poser la question à mes camarades pour qu'ils vous donnent leurs sentiments. Non, je n'ai pas du tout l'impression. Assister ceux qui connaissent bien notre parti, qui ont eu l'occasion d'arriver à nos sièges, nous voir discuter formellement ou de façon informelle, savent que nos discussions sont rudes. Et on ne se fait pas de cadeaux. Et il n'y a pas de préséance, il n'y a pas de, j'allais dire, d'élégance particulière à l'égard de tel ou tel camarade. Quand nous discutons au Manidem, c'est dur, c'est profond, c'est harassant, et on arrive quand même à vivre ensemble dans un contexte pareil. Donc je ne vois pas comment est-ce que je peux manipuler. C'est vraiment faire injure au feu camarade Abana, qui était l'un des anciens présidents, ou à l'actuel président, le camarade Dieudonné Yemga. Très bien. Anissa Ekane, je vous propose la toute première halte. On va donc observer le break. On va se retrouver tout de suite derrière pour une rubrique, c'est un reprime peut-être, que nous appelons Côté court, côté jardin. L'invité, c'est donc Anissa Ekane, membre du bureau politique du Manidem. Alors, côté court, côté jardin, on va aller fouiner un tout petit peu sur votre côté décalé. Anissa Ekane, vous vivez où à Douala? Votre résidence principale, c'est où? À Dédéo. Situez-nous quelque peu. Bonateki. On a le sentiment que vous résidez plutôt à Bonadibon, soit au siège du Manidem. Mais c'est la permanence du parti et c'est la concession familiale. C'est normal qu'on y voit. Alors, Anissa Ekane, entendons-nous. Oui. Vous cédez une partie de cette concession familiale au parti. On suppose que vous déménagez pour aller ailleurs. Mais vous êtes encore là, vous vivez là, vous dormez là, vous passez vos journées là. Décidément, on peut comprendre l'influence que vous avez sur le parti puisque vous êtes... Vous n'êtes pas bien renseigné. La concession familiale va au-delà du siège du Manidem. C'est une partie de la concession familiale. Et il y a encore plein de mes frères et sœurs qui habitent là. Est-ce que vous ne pouvez pas aller ailleurs? Il y a la gestion
de cette concession. Vous voyez, je suis issu d'une famille à plusieurs lits, nous sommes une vingtaine, vous voyez, donc la concession est assez grande, il y a des problèmes liés à sa gestion, etc. Mais le siège hier, j'ai l'impression que vous ne visitez pas beaucoup notre siège, vous ne me verrez pas aussi souvent que vous imaginez. Parce que je n'y vais pas la nuit, mais la nuit vous y êtes, parce que c'est là que vous allez reposer vos vieux os, après avoir boulingué en journée. Pas du tout. C'est qu'on travaille assez tard à la permanence du parti. Vous voyez, parce que dans la journée, si je peux vous tracer l'emploi du temps d'un dirigeant du parti, dans la journée, on ne peut pas rencontrer les Camerounais qui vont à leurs occupations. C'est à partir de 18h qu'on prend des rendez-vous, etc. Voilà. Anissa Kane, j'ai, dans le cadre de la préparation de cette émission, voulu savoir ce qu'il fait, excepté son activité professionnelle. J'ai envie de dire que la recherche a marqué néant. Oui. Vous vivez donc uniquement de la politique. Vous n'avez appris à rien faire dans votre vie. Vous êtes mal renseigné également parce que je rentre au Cameroun en 1983. Après des études à Lille, notamment. À Lille. Ça, j'ai lu. Et je dirige une entreprise de signalisation de 83 à 90, qui est la date de notre arrestation dans l'affaire qu'on a surnommée l'affaire Yondo Black et compagnie. Voyez. Alors, sorti de prison en 90, dans le contexte que vous connaissez très très bien, vous devez savoir ce que voulait dire Cananissé pour un certain nombre de sociétés, d'administrations, etc. Heureusement que de temps en temps, compte tenu de certaines capacités, je fais quelques consultations auprès des membres du gouvernement? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les organismes internationaux, il y a plein de membres de notre famille, de sympathisants amis qui aident à ce que le parti fonctionne en donnant quelques subsides au parti. Anissa Kane, je prends quelques métiers. Il y a plombier, c'est des gens qui réparent les robinets. Oui. Il y a chauffeur, les gens qui conduisent. Il y a maçon qui construisent les maisons. Vous êtes dans quel registre? Consultant, c'est dans quel registre? C'est lié à mes études que j'ai faites. J'ai fait des études d'économie, des études de développement économique. Bon, voilà. Et d'État... On se serait attendu à ce que vous soyez à la tête d'un cabinet, par exemple? Oui, sauf que si vous savez en réalité ce qui se passe dans ce pays avec ce qu'on appelle les opposants radicaux, vous devez bien imaginer qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se seraient adressées à un cabinet qui a une certaine connotation. Vous connaissez mon caractère un peu méticuleux dans la préparation. Oui, j'ai quand même rencontré certains de vos camarades qui ont milité, en France notamment, comme le professeur Samé Bongo, qui a milité, qui a été activiste, mais qui est enseignant de réputation. Vous semblez mettre le fait de ne pas pratiquer une activité, j'ai envie de dire pratique, parce que vous êtes militant et activiste. Bon, alors, premièrement, le professeur Samuel Mbongo, un de mes camarades du parti en clandestinité, après 90, si vous êtes bien enseigné, il s'est un peu écarté de la vie politique active. C'est pour ça qu'il a pu avoir un poste d'enseignant à l'université. Ce qui n'était pas mon cas du fait du rôle que je jouais dans le mouvement UPCiste. J'étais au Four au Moulin, j'étais pratiquement pris 24 heures sur 24. Il faut comparer des choses comparables, c'est tout, monsieur Okol. Très bien. Anissa Kane, est-ce que le divorce a définitivement été prononcé avec votre première épouse? Peut-être la seule que vous avez épousée jusqu'ici. Vous savez de qui je parle? Bien sûr, Charlotte Lalande Kane. Très bien. Mais non, pas du tout, parce que ce qui nous liait, ce n'était pas le papier qu'on a signé à la mairie de Mont-Saint-Barreul en 1976. Voyez, et que quand nous avions eu des différences d'appréciation dans la vision et dans la gestion de nos vies, nous sommes gentiment séparés comme des personnes responsables. Mais vous savez ce qu'elle a gardé surtout en travers de la gorge, Anissa Kane. Le fait qu'en son absence, vous alliez carrément dans le lit conjugal vous amuser avec d'autres personnes. Ça, c'est le cancan du quartier, monsieur Okol. Parce que si je vous ordonne... Vous savez parfaitement que je ne veux pas les cancans du quartier. C'est le cancan du quartier. Je vous aurais donné le numéro de Charlotte. D'abord, j'ai intervenu publiquement. Elle a gardé de très
très bons souvenirs et elle a une grande idée de son ex-époux. Après, il y a eu l'épopée d'une autre. Je préfère dire le prénom seulement pour qu'elle ne se reconnaisse pas. Ernestine. Oui. Une fois de plus, patatras. Ah non, 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 pas du tout. D'abord, M. Okol, je vais vous faire remarquer que ce n'est pas le fait d'avoir eu plusieurs compagnes dans sa vie qui pose problème. C'est le fait d'avoir mené une vie intense, une vie agréable avec ses compagnes. Et ça a été le cas en ce qui me concerne. Vous ne trouverez aucune de mes anciennes relations qui vous dirait du mal de M. Alissé Kane. Qui avait plus d'argent entre elle et vous, Ernestine et vous? Qui tenait les cordons de la bourse? Je ne sais rien du tout, vous voyez. Vous posez des questions qui ne concernent pas des ménages harmonieux. Et moi, j'ai toujours formé un ménage harmonieux avec mes compagnes. Alissé Kane, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entretenir des relations autres que celles de camarades avec des camarades filles de votre parti? Oh, ben, je ne sais pas. Dites la vérité, Alissé. Non, On sait que vous ne pratiquez pas la langue de bois. Dites oui, et puis je vais peut-être évacuer la question. Le fait de tourner en bourrique pourrait m'amener à sortir. Non, sortez. Je vous donne l'autorisation de sortir tous les noms que vous voulez et vous allez être confondus. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand on est un dirigeant, comme je l'ai été, j'espère, je le suis aussi, dans le mouvement politique d'une grande famille comme la nôtre, forcément, on est sous le feu de la rampe. Mais quand on devient rapace et qu'on veut dévorer toutes les militantes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut avoir un impact sur le fonctionnement du parti? Non, pas du tout. Je pense pas. D'abord, vous faites une description qui ne correspond pas du tout au personnage que vous avez en face de vous. Et je suis sûr que mes compagnes sont en train de rigoler chez elles parce que ce n'est pas le monsieur qu'elles ont connu. Je suis un monsieur très respectueux des femmes. Et je ne me comporte pas ainsi. Sphinx aussi, qui montre une image alors qu'au fond de lui, c'est un autre. Je suis quelqu'un de très tendre, quelqu'un de très près, qui aime bien les gens qu'il côtoie. Je suis quelqu'un de très amoureux. Donc vous vous trompez beaucoup en ce qui concerne mes rapports avec les femmes. C'est donc fallacieux. Certaines récriminations de vos camarades qui disent à un moment donné, on évite nous de venir avec nos femmes ou nos compagnes au parti parce qu'il y a un recul. Ça aussi, ce sont les cancans du quartier parce que je peux vous citer des tas de camarades qui... Mais vous avez déjà entendu ça autour de vous? Non, j'ai entendu ça au quartier ou dans les milieux de certains journalistes qui racontent n'importe quoi sur n'importe qui, vous voyez, c'est ça. Si ça avait été le cas, voyez, je vous donne des exemples quand même précis. Si un autre parti comme le nôtre avait ce genre de problème, il imploserait. Vous savez, on est peut-être le seul parti qui continue jusqu'à aujourd'hui d'avoir des adhésions. Alors que dans les autres partis, c'est les saignées. Nous, pratiquement tous les jours, il y a des adhésions des femmes, des hommes, de toute catégorie sociale. Si cette réputation que vous puisez dans les égouts journalistiques était avérée, on ne serait pas là en train d'avoir des adhésions. Alissé Kane, est-il envisageable votre vie, pendant que vous êtes serein avec vos capacités physiques, de ne pas assister à la grand-messe du dimanche à une discothèque très connue de la place que vous connaissez? Oui, oui, d'abord j'y vais quand je suis à Douala, premièrement, et c'est peut-être aussi la méconnaissance de mon personnage. Vous savez, j'ai une vie, contrairement à ce que les gens pensent, très austère. Toute la semaine, je suis au four au moulin. À part le sport, je consacre toute ma vie au parti. Et le seul endroit où on rencontre des gens encore de notre génération, c'est à cette fameuse... Mais pour un homme politique comme vous, aux ambitions présidentielles, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que vous sapez également votre image en y étant systématiquement? Si ça avait été le cas, vous ne m'auriez pas invité aujourd'hui en tant que personnage politique de premier plan, vous voyez. Premièrement... Ça vous l'est, hein? Ça ne sauve de rien. D'accord. Donc, ça n'a pas renié ma réputation. Parce qu'on est dans des contextes différents. Ne calquez pas la vie politique ou les mœurs politiques camerounaises
à l'aune de ce qui se passe en Occident, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, on a aussi beaucoup de préjugés sur ce qui se passe dans des clubs, des nightclubs, etc. Je préfère une vie publique ouverte, transparente, aux pharisiens qui abordent des soutanes blanches, mais qui font des choses qui ne sont pas très recommandables en sourdine. Très bien. Anissé Ekane, qu'est-ce que vous allez faire chaque fois à Yaoundé? Je vais vous poser la question, pourquoi je n'irai pas à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, une grande ville de notre pays, où le Mandem a des militants, où il y a plein de Camerounais qui aimeraient me rencontrer. Comment voulez-vous... Est-ce que vous allez à Yaoundé pour passer à la caisse? Quelle caisse? La caisse de vos grands amis pontes du régime. On a le sentiment, à un moment donné, quand vous revenez de Yaoundé, que, eh bien, ça flamme. Anissé vit comme à la limite, comme un pacha, alors qu'on ne lui connaît pas d'activité professionnelle avérée. Monsieur Cole, je suis sûr que vous-même, vous pensez exactement le contraire, parce que vous me connaissez très très bien. Voilà. Et premièrement, vous savez, moi, mes amis, comme vous les dénommez, ce sont des amis que je vois de façon publique et avec lesquels j'ai des rapports très précis. Chacun sait où il se trouve, chacun sait ce que tel ou tel pense. Et je n'ai aucun problème de les rencontrer. Je vais continuer à les rencontrer tant qu'ils seront encore, je veux dire, on entretiendra des rapports très amicaux, mais chacun dans son camp. Je les ai rencontrés, par exemple, à la marche du 28 février. Bon, publiquement, bon, l'atmosphère était très très chaude. Mais j'ai quelques amis qui sont des responsables du RDPC. Alors, grande fréquentation des milieux comme les discothèques, pourtant, pas du tout. Vous ne prenez pas d'alcool. Voyez? Comment comprendre le contraste? On va généralement à ces endroits picoler, s'éclater. Vous y allez systématiquement, j'ai envie de dire. Chaque fois que j'ai été à Douala et que je me suis rendu à cet endroit, vous êtes et vous régnez en maître là-bas. D'abord, vous faites même des recommandations. Vous avez dit un seul endroit. Je ne suis pas un habitué des nightclubs parce que je vais à un seul endroit, qui est en fait un club de rencontre des gens de notre génération, comme on dit les vétérans, vous voyez. Et quand vous y allez, vous retrouvez pratiquement les mêmes personnes. Donc ce n'est pas les lieux comme vous pouvez l'imaginer, que les gens imaginent. Parce que vous savez bien qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux-là. Non, je ne sais pas. On parle. Soyez rassurés, je ne sais pas, je n'y suis pas toujours. Je voudrais que nous passions de cette rubrique à une deuxième partie de cet entretien. Je voudrais que nous parlions de votre activisme. Anissé Ekane, on vous a retrouvé à Cap Liberté, mais vous savez parfaitement tout ce qui a été dit autour de Cap Liberté. La question que j'ai envie de vous poser, avec le recul du temps, est-ce que vous avez le sentiment qu'entre les objectifs initiaux et tout ce qui s'est opéré ensuite, il y avait concordance de point de vue? En ce qui concerne Cap, oui. C'est nous qui avons créé Cap. Avec Henriette Ekoué et certains cadres du parti. Nous étions en ce moment-là dans l'UPC combattante. Et nous en avons confié la direction à d'autres cadres politiques qui n'étaient pas de notre famille politique, pour des raisons évidentes, justement, pour ne pas confondre les deux choses. Nous avons tenté à plusieurs reprises de confiner cette association dans le rôle de départ, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme, et des droits civiques. Mais le contexte de 91-92 a amené des dérives, c'est-à-dire par exemple Cap Liberté s'est mué progressivement en une certaine organisation crypto-politique. Bon, voilà. À laquelle vous ne vous reconnaissez plus? Non, pas que je ne m'y reconnaissais plus, mais c'était une dérive qui était un peu liée au contexte. Et je crois que c'est cette dérive qui a un peu perdu d'une certaine manière. Bon, la répression était fondamentalement la raison principale de la mort de Cap, mais il y a aussi cette dérive qui a été entraînée par le contexte de l'association des partis politiques de l'opposition, la coordination des partis politiques de l'opposition et associations. Vous voyez, mais bon, le Cap a fait beaucoup de travail dans la mobilisation civique des Camerounais dans ces années-là. On vous a retrouvé ensuite dans la revendication pour demander des éclaircissements et même la vérité sur les 9 de Bépanda. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus qu'à cette époque-là. Nous en savons plus, vous savez. Et c'est quoi?
Ah ben, ces enfants qui ont été exécutés par des services spéciaux. Des innocents enfants? Mais oui, pourquoi? Oui. Vous qui en savez plus. Oui, ce qui s'est passé, en fait, ces enfants on l'a déjà raconté cette affaire, se sont trouvés dans des situations particulières lorsqu'il y avait le commandement opérationnel. Et il a fallu nettoyer les cellules du commandement opérationnel à un moment donné parce qu'il y avait déjà beaucoup de bévues et on voulait plus ou moins en finir avec le commandement opérationnel. Et ils ont été dans la charrette de ceux qu'on a sommairement exécutés. On a retrouvé, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, certains officiers qui ont participé à ces exécutions sommaires. Il y a eu même des témoignages anonymes. Mais jamais des sanctions, vraisemblablement. Oui, il y a eu un procès public où on a condamné un colonel qui commandait la légion de gendarmerie à ces périodes-là. Mais bon, vraiment, c'était en fait pour amende honorable. Alors, dans votre activisme, Anissé Kane, vous êtes également l'un des porte-étendards d'un mouvement, celui contre les nombreux délestages. Mais Anissé Kane, aujourd'hui, peut-être plus que hier, les délestages sont au rendez-vous. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas défenseur des causes perdues? Mais vous savez, nous sommes des initiateurs, nous sommes des éclaireurs, nous sommes des facilitateurs. Nous ne sommes pas les Camerounais. Nous entraînons, nous devons entraîner, mobiliser les Camerounais à se mettre en mouvement pour défendre leurs droits. Et nous avons donc créé cette dynamique de revendication contre le délestage. Et vous avez vu depuis une dizaine d'années, dans tout le pays, les gens se mobilisent lorsqu'il y a des problèmes de délestage. Ben, je n'ai plus, avec les autres camarades, l'obligation d'être aux avant-postes. On devait créer une dynamique qu'on a créée, on devait la faire développer, elle s'est développée. Je crois que les organisations de défense des consommateurs, comme RAS, etc., ont pris le relais. Anissé Kane, le 28 février, à la surprise de certains, on vous retrouve parmi les marcheurs au boulevard du 20 mai à Yaoundé dans le cadre de la grande marche patriotique. Est-ce que vous avez compris les récriminations de ceux qui vous disaient votre place n'est pas ici? Alors, c'est ceux qui ont fait ces récriminations, soit ils sont ignorants, soit ils sont de très mauvaise foi. Parce que les organisateurs de ces marches-là, je les connais bien. J'ai eu l'occasion de les rencontrer avant que la marche ne se mette en place. Ça, c'est a priori. A priori, on a entendu des tas de choses sur le véritable parrain de la marche, le MINDEF, etc., etc. Bon. C'est faux? Je n'en sais rien du tout. Et ça ne m'intéresse même pas. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse... Mais ce serait de la récupération, j'ai envie de dire, d'une manifestation qui, a priori, semble noble, alors qu'il y a des souterrains. Ce qui m'intéresse et qui m'a intéressé, c'est le fait. 20 000, 25 000 Camerounais sont retrouvés à Yaoundé. C'était inédit depuis 1992. C'est-à-dire, la culture de la marche a repris pied à Yaoundé. Premièrement. S'ils sont retrouvés des Camerounais, toute cadre. Une marche pour le compte du pouvoir, on va le dire. Ce n'est peut-être pas faute de la capacité de mobilisation, mais la soldatesque, parfois, ne permet pas l'administration avec qui il y a des manifestations. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une telle mobilisation si ça avait été une manifestation à l'encontre des intérêts du pouvoir? Alors, on ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Tous les hommes politiques, tous les acteurs politiques disent qu'il faut faire l'union sacrée derrière notre armée. La marche est destinée à apporter un soutien moral à nos soldats qui sont sur le front. Je vous rappelle quand même ce qui se passe à l'extrême nord. C'est inédit. Jamais la Peut-être que c'est à cet endroit que la marche aurait dû avoir lieu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voyez-vous, ce qui importe, c'est de rassembler le peuple pour une cause. Et le peuple camerounais, il est le même qui marche à Yaoundé, à Garoua, à Yokadouma ou à Bafoussam. Alors, je vous dis, ce qui se passe à l'extrême nord est inédit. C'est la première fois que notre armée défend véritablement son territoire en mettant en place... Ça a été le cas aussi à Bakassi. Je vais y revenir. En mettant en place un dispositif militaire inédit. Il y a eu des escarmouches à Bakassi. Mais ce qui se passe au nord, c'est une véritable guerre
avec des moyens énormes militaires, avec des dizaines, des centaines de nos soldats, des dizaines de milliers de populations qui sont déplacées. C'est inédit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait que des milliers, des dizaines de milliers de Camerounais se retrouvent à Yaoundé, sous l'égide d'aucun parti, d'aucun dirigeant. Sous l'égide des journalistes, et d'aucuns ont questionné les journalistes qui font partie de la société civile. Mais qui est le meilleur journaliste? Oui, mais ils font partie de la société civile. Et c'est la société civile qui organise les citoyens. Ce n'est pas les partis politiques. Donc qu'ils soient retrouvés à Yaoundé pour faire une telle marche, c'est une chose extraordinaire et inédite. Qu'on ait contraint ce gouvernement qui refuse des marches sous prétexte de troubles à l'ordre public à assurer l'encadrement policier, sécuritaire, d'une marche qui ne vantait pas les mérites de leur idole ou de leur héros, où il n'y avait pas d'effigie du parti au pouvoir, où les marcheurs venaient de tous les côtés, est une grande victoire pour les droits civiques dans ce pays. Et rien ne sera plus comme avant dans ce contexte-là. Parce que le pouvoir est obligé aujourd'hui de composer pour donner le sentiment à notre pays, à notre peuple, qu'il a compris qu'il ne peut plus tout seul. Voilà les enjeux de cette marche du 28 alors, février. Anissa Ekane, mais les organisateurs de cette marche l'ont dit à qui veut l'entendre que l'une des motivations de l'organisation de cette mobilisation, c'était l'absence d'une véritable initiative côté parti politique, côté société civile. C'est pour ça qu'ils se sont levés. Est-ce que ce n'était pas une insulte à l'endroit des politiques que vous êtes? Mais je venais de vous expliquer que c'est la société civique qui mobilise les citoyens. Et que l'affaire de l'armée camerounaise, du soutien à l'armée camerounaise, ce n'est pas une affaire partisane, c'est une affaire nationale. Donc, elle englobe tous les secteurs de la vie socio-politique de notre pays, y compris la société civile. Si le RDP savant a organisé les exhibitions fantaisistes de positionnement, soi-disant pour soutenir l'armée, mais en fait, c'était des marches de positionnement. Ils les ont organisées dans l'ensemble du pays, sans grand succès, en faisant des charters, en donnant de l'argent aux marchés, etc. Par contre, à Yaoundé, ça a été quelque chose d'inédit, de véritablement populaire. Anissa Ekane, est-ce que vous ne vous êtes pas imposé dans cette marche parce que vous vivez essentiellement de l'activisme? Imposé? Non, pas du tout. J'y suis allé pour marquer mon soutien moral à notre armée et montrer que, et c'est ça l'important, monsieur Okoye. Moi, ma question c'est, attendez, je suis qu'est-ce que vous représentez Attends. sans activisme, Anissa Ekane? Mais pose la question aux Camerounais. Je suis, malgré ce que certains pensent, un repère pour notre jeunesse camerounaise. Parce que cette jeunesse serait complètement désemparée. Si elle n'avait pas certains repères qui disent que malgré le mauvais contexte pourri, il y a quand même des Camerounais qui croient à ce pays. Vous voyez, notre pays, je l'ai souvent dit, quand on chante l'hymne national, terre, chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie. Et la participation à cette marche de Yaoundé était un élément fondamental pour celui qui se dit patriote. Un patriote... On imagine que vous auriez voulu être le principal initiateur de cette marche, à vous entendre parler. Ah, pas du tout. Vous voyez bien que je suis quelqu'un qui ne se met pas en valeur uniquement lorsqu'il organise ou mobilise. Je suis quelqu'un, comme les autres camarades du parti, qui vont entraîner le pays sans nécessairement en tirer les bénéfices. Laissez-moi vous poser une question simple, Anissa Ekane. J'ai fini. Lénine a dit qu'il y a ceux qui font la révolution et ceux qui en profitent. Nous faisons la révolution. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que votre véritable fond de commerce, ce n'est pas l'activisme, Anissa Ekane? Ma véritable vie, c'est le militantisme. L'activisme, c'est ce qui vous fait vivre? Comment l'activisme, c'est ma vie, puisqu'elle fait partie du militantisme. C'est ma vie. Très bien. Anissa Ekane, je vous propose une autre halte. On se retrouve tout de suite derrière pour une autre rubrique. Celle-là s'intitule « Une sur deux ». Bien, la rubrique, c'est une sur deux. Vous avez certainement compris le principe déjà. Je vous pose une question, je vous suggère des réponses. Vous avez le choix entre l'une ou l'autre réponse. Très peu de temps pour élaborer, 15 à 20 secondes maximum. Première question,
avec les autres, elle est rituelle, mais vous n'étant pas marié, je ne vous la poserai pas de cette façon-là. Mais je vous la pose autrement. Si j'ai vu avec une compagne, je suis marié. Oui, vous ne vivez pas avec elle, elle est partie. Si, je vis avec une compagne. Vous est-il donc, Anissé Kane, déjà arrivé une fois au moins, même par inadvertance, la tromper? Bah, si je dis oui. La question a la réponse, c'est pour ça que je ne vous la posais pas. Mais vous dites c'est une sur deux. Donnez-moi les deux questions. Vous est-il déjà arrivé, oui ou non, même par inadvertance, la tromper? Alors, si je dis oui, j'aurai des problèmes. Si je dis non, j'aurai des problèmes. Vous n'avez pas peur de ça parce qu'elle n'est pas là, Anissé Kane, et vous ne vous cachez pas. Alors, mais j'ai voulu l'intituler autrement, cette question-là. Accepteriez-vous, oui ou non, un traitement traditionnel ou indigène, par exemple, qui vous permettrait à vous, Anissé Kane, de vous contenter d'une seule femme à la fois? Ben, je suis un Africain, monsieur Okol, vous voyez, et dans notre tradition africaine... Vous avez oublié le principe? Oui ou non? Ah ben non, pas du tout. Donc vous ne pouvez pas vivre avec une seule femme? Ah vous non, êtes un omnivore? Non, c'est pas ça. La question, ce n'était pas de vivre avec une femme. La question, accepteriez-vous, oui ou non, un traitement traditionnel ou indigène pour qui vous permettrait à vous, parce que vraisemblablement, c'est chose inimaginable, impossible, qui vous permettrait à vous de vous contenter d'une seule femme à la fois? Non, parce que c'est impossible, ce genre de traitement. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, j'ai dit traditionnel, parce que la médecine moderne n'a pas le virus pour... Même traditionnel, bien au contraire. N'a pas un vaccin pour les virus comme vous. Bien au contraire, parce que la médecine traditionnelle, elle aide plutôt les hommes africains à avoir plusieurs femmes. Deuxième question de cette rubrique. Qu'est-ce qui vous plaît ou vous attire en premier chez une femme? Ses formes physiques généreuses ou son statut social? C'est l'être en général. Voyez. Le principe, c'est l'une ou l'autre réponse, Anissé Kane. N'allons pas au-delà du principe. Oui, mais alors si aucune des réponses... Sur les deux. Le moindre mal des deux, c'est quoi? Ouais, ben c'est certainement sur le plan je veux dire de son intellect. Il n'y avait pas ça dans la question. C'était les formes généreuses ou le statut social. Vraiment, ni l'un d'eux, je suis très... Vous avez dit que je vous connais, vous savez parfaitement que c'est les formes généreuses, Anissé Kane. Vous répondez à ma place. Vous avez dit tout à l'heure que je vous connais. Oui, mais là, apparemment, j'ai l'impression que vous répondez pour vous. Non, pas du tout. Alors, êtes-vous ou seriez-vous un papa ayant un droit de regard et d'appréciation sur le choix du conjoint ou de la conjointe pour ses enfants? Ah, pas du tout. Alors, chaque fois que mes enfants me posent la question, je dis, faites comme vous voulez. Vous n'avez pas choisi mes compagnes, je ne choisirai pas les vôtres. Très bien. En 2004, après votre cuisant échec à la présidentielle, vous avez quasiment envoyé votre CV au président Biya en lui affirmant votre disponibilité à travailler pour construire le Cameroun. Pour vous, était-ce une action de fair play ou une action de forcing? C'est complètement faux, tout ce que vous racontez là. Le parti a écrit une lettre en disant que nous acceptons de fait que Biya s'est proclamé président de la République et que nous souhaitons bonne chance compte tenu des enjeux de la situation de notre pays. C'est tout. Vous savez, Paul Biya n'a pas besoin de CV pour nommer ses ministres et ses collaborateurs. Il y a quand même l'enquête de moralité? Oh, pas du tout. Il ne les connaît même pas. Vous voyez? La plupart ne les a jamais rencontrés. Donc, il n'a même pas besoin de CV. Après 2 tentatives ratées pour l'atterrissage à Etoudi, accepteriez-vous, oui ou non, la main tendue pour un poste ministériel, un portefeuille ministériel? J'ai l'impression que vous donnez un peu le sentiment d'autres responsables politiques. Ce n'est pas ma tasse du thé. Vous savez, quand je rentre à l'UPC, M. Okol, vers les années 73-74, c'était pour venir faire la révolution au Cameroun. Quand je rentre en 83, je vous l'ai dit peut-être aujourd'hui, nous avons fait de la formation politico-militaire pour venir déclencher, si possible, la lutte armée au Cameroun. Ce n'est pas pour venir faire des élections, devenir député, maire, etc. Les Oumiobe, les Moumi et Wandie, ils n'ont jamais été députés, ni maires, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, le contexte a changé. Ils sont immortels et seront grands dans ce pays, ceux qui seront battus pour qu'ils changent, pas ceux qui auront été députés ou ministres. Vous considérez-vous à leur dimension? Pas du tout. Ce sont des héros. Mais je suis... Qu'est-ce qu'ils avaient qui vous manque à vous, je dis vous, la génération de politique d'aujourd'hui?
Non, les contextes sont différents, premièrement. Deuxièmement, les luttes héroïques des Oum, des Wandi et consorts, c'est situé dans un contexte où il fallait être à la limite un peu fou pour s'engager dans cette lutte-là. Mais ils l'ont fait. Et c'est pour ça qu'ils sont grands. C'est tout à leur mérite. Un de vos slogans électoraux a été « Ça dépend de vous ». En considérant vos éternelles accusations de tripatouillage électoraux, est-ce finalement un slogan pour un slogan irréaliste ou alors irréalisable? Pas du tout. C'est exactement la situation. Tout dépend des Camerounais. Le jour où nous allons décider de faire changer ce pays, il changera. Mais certains Camerounais, pour différentes raisons, liées à la répression, liées aux avatars régionalistes, aux avatars religieux, ou à la manipulation, ou à l'histoire coloniale et coloniale de notre pays, sont encore dans les gradins et comptent des coups. Le jour où ils vont descendre dans l'arène, le pays va changer. Très bien. Question à un Français, Fanny Sekane. Pensez-vous, oui ou non, comme votre sœur Marianne, voilà, on reparle d'elle, que le principe d'équilibre régional au Cameroun doit être supprimé? C'est une absurdité. Parce que... Sa pensée ou le principe de l'équilibre régional? Le principe, c'est une absurdité. Si on va à l'origine, c'était une tentative de colmater les déficits du développement inégal de notre pays. Le régime d'Aïdio a conduit un pays avec un développement inégal. Tout était concentré dans les grandes villes. On a abandonné certaines régions qui étaient en plus en retard compte tenu des avantages régionaux de ces régions, des avantages culturels, des avantages religieux. Donc, il fallait faire un effort particulier pour développer ces régions et les amener progressivement au niveau de l'ensemble du pays. Donc, colmater une difficulté n'est pas guérir la difficulté. Donc, l'équilibre régional était une tentative de colmater cela. Sauf que ce qui fait la spécificité de nos pays, ce n'est pas la différence régionale fondamentalement. Ce qui fait la différence et qui fait problème dans notre pays, c'est la fracture sociale. C'est-à-dire que ce pays-ci, entre les mains d'une poignée d'individus mafieux qui le dirigent et qui sont issus d'une tribu de synthèse. C'est-à-dire qui comprennent tous les mafieux de toutes les régions. Alors, ce qu'il faut rééquilibrer, discriminer, c'est les nantis vis-à-vis des pauvres. On en parle tout à l'heure, si vous permettez, puisqu'on va aborder la question liée à l'IRIC, concluant avec cette rubrique. Alors, autre question à un franc CFA. Pensez-vous, oui ou non, que votre départ à la présidence du Malidem en soi empêche à ce parti de couler comme le Titanic? Non, non. Nous, je vous dis tout à l'heure, on a une histoire glorieuse, un présent laborieux, mais un avenir prometteur. Et une activité douloureuse, peut-être, pour vous aider dans votre phraseologie. Non, laborieux, ça veut dire que bon, c'est difficile. Douloureux, c'est plus fort que laborieux. Oui, même douloureux, mais peu importe. Mais quand on fait la révolution, vous voyez, quand on adhère dans un parti comme un autre, on va vers des difficultés beaucoup plus que vers des lauriers. Très bien. Mais nous battons et nous construisons un parti pour le Cameroun de demain, pas celui de la mafia. Très bien. De la mafia. Alors, au vu des faibles scores de votre parti à la présidentielle, êtes-vous résigné ou pas à croire que les portes de Toudi vous sont à jamais Je vous répète, et je vous répète tous les jours, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne suis pas rentré. On parle du parti cette fois-là. Vous comprenez que vous faites la même erreur. Oui. Quand on parle du parti, vous avez le sentiment qu'on se limite à vous. Non, 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 vous allez dire, ouais, les portes de tout dit, c'est pas le parti. J'ai dit, au vu des faibles scores de votre parti politique à la présidentielle, êtes-vous, je parle toujours du parti, résigné à croire que les portes d'étoudi vous sont à jamais ouvertes? Alors vous vous trompez parce que le parti ne va pas étudier. C'est un individu qui va étudier. Mais donc, il incarne quand même un parti politique au Cameroun. Mais c'est pas il n'y a pas de candidature unique, sauf à rassembler les signatures. Vous savez que dans notre contexte, c'est pas le parti qui va étudier. Et notre parti et les camarades du parti ne sont pas rentrés, ne rentrent pas au Malidem pour aller étudier. Nous rentrons au Malidem, nous militons au Malidem pour changer le Cameroun. Et changer le Cameroun en dépit
ou indépendamment de notre propre promotion. Très bien. Alors, en vous rendant à Yaoundé le 28 février pour la grande marche patriotique, que vous considérez comme la victoire du peuple sur le pouvoir, espériez-vous, oui ou non, de marcher aux côtés du président Biya? Bon, vous savez, j'ai fait un petit boutard en disant que j'aimerais qu'il vienne à la marche, on soit c'est ça que vous posez la question d'ailleurs. Oui, mais je comprends. Mais bon, peut-être qu'il marchera en Suisse. Très bien. Alors, le Cameroun, pour vous, depuis l'UPC, s'écrit avec K, comme les Allemands. Alors, croyez-vous, oui ou non, qu'un colon impérialiste valait mieux qu'un autre? Pas du tout. Alors, ce n'est pas comme les Allemands. Le K représente le Grand Cameroun, avant que les colons, anglais et français, ne le divisent. Il est une signature politique pour les nationalistes. Donc, il y a une signification politique. On ne mystifie pas, nous, les choses. Donc, que ce soit K ou C, ce n'est pas ce qui est fondamental. Mais vous vous obstinez à écrire Cameroun avec K? C'est une signature politique. Voyez-vous, c'est comme M. Okol a des signatures. Quand on l'entend parler, il a des expressions qu'il emploie plus souvent que d'autres. C'est la signature d'une écriture de patriote. Très bien. Le nationalisme avait-il pour vous, oui ou non, un sens avant l'assassinat de Ernest Ouandié, auquel vous avez assisté à Bafoussam? J'étais très jeune. J'étais... En terminale, je crois savoir. Vous êtes allé pour une partie de football. Tout à fait. J'étais très jeune. J'étais instrumentalisé, comme toute notre jeunesse, par la politique gouvernementale qui écrivait son histoire, l'histoire des colons, par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun pour notre action à l'indépendance. Mais lorsque j'ai découvert la vérité, j'ai bien compris que Ouandié est grand, et très grand. Très bien. Terminons avec cette rubrique. L'absence de représentativité du Manidem au Parlement ou dans les communes n'est-elle pas la preuve que le vélo du parti n'a pas de bons cyclistes pédaleurs? Vous qui aimez cette formule du vélo et du pédalage. Pas du tout. Elle est une preuve que ce pays n'est pas encore rentré dans l'ère de la démocratie et du pluralisme politique. Et qu'en réalité, on est dans un contexte de dictature conviviale, de mentalité du parti unique. Quand vous voyez les gars du RDPC, les ponts du RDPC, les responsables du RDPC, les militants, même si les militants du RDPC fonctionnaient, avez-vous l'impression qu'ils ont intégré qu'on est dans un contexte pluraliste? Pas du tout. Ils considèrent, parce que c'est ça le principe de la dictature, que tout ce qui est autour, ce sont les oripeaux, et qu'ils sont encore le parti du Cameroun. Anissa Ekane, abordons une autre partie de cet entretien. On va parler un tout petit peu de l'opposition camerounaise et c'est à Anissa Ekane, finalement, à votre avis, l'opposition camerounaise a-t-elle aidé le Cameroun à avancer ou alors l'a déçu dans ses nombreuses compromissions? De manière globale pour planter le Oui, l'opposition a beaucoup aidé à l'avancement de ce pays. Vous vous rappelez quand même que quand on rentre dans l'ère de la démocratie multipartisme, c'est grâce au travail de certains responsables de l'opposition et des militants de l'opposition. Nous avons forcé la main à ce régime pour qu'il accepte le principe du pluralisme politique. Vous vous rappelez au congrès du RDPC en juin, Yaoundé ou Biya a dit à ses militants de se préparer à la concurrence. Après avoir arrêté des militants politiques, les avoir traînés au tribunal militaire, etc. Vous voyez, donc c'est nous qui avons forcé le passage. Mais il y a aussi dans la mémoire collective les nombreuses compromissions, j'ai envie de dire parfois certaines accointances hors du commun qui font qu'à un moment donné, au niveau de l'électorat, il y a un brouille. C'est vrai, l'histoire d'une révolution n'est pas un fleuve tranquille. Vous voyez, c'est fait de haut et de bas, de trahison, mais de grandes choses aussi, de grandes réalisations, de grands combats. Il n'y a pas eu plus de trahison. Quand on s'arrête déjà à cette épopée de 412, où l'opposition a là une chandelle énorme pour faire basculer les choses, mais où elle décide de s'accrocher au serpent, pour reprendre l'expression d'un leader qui sera allé s'accrocher. Ce n'est pas l'opposition, dit de certains dirigeants de l'opposition qui étaient dans le dispositif d'instrumentalisation de notre peuple. Parce que je vous rappelle, on l'a souvent dit, la condition sine qua non, c'est-à-dire le pacte que ce pouvoir a fait avec l'Occident et principalement la France pour la sortie du parti unique officiel, c'était l'instrumentalisation du PC, sa domestication ou son effritement.
forcément. Donc vous comprenez que ceux qu'ils ont poussé à la tête de cette UPC-là étaient franchement hostiles à une démarcation politique entre les deux familles fondamentales de notre pays, la famille ojulatiste, qui comprend le RDPC et la plupart des partis d'opposition, tout au moins au niveau de leurs dirigeants, et la grande famille UPCiste. Anissa Ekane, allons une fois de plus à Yaoundé, retrouver un journaliste, je pense que vous le connaissez également, Jean de Dieu Haïssi, il est donc journaliste, chef de chaîne de la RTS, la radio Tiemene Sianto, mais également consultant permanent à Afrique Média. Il nous fait l'amitié d'intervenir en direct. Jean de Dieu Haïssi, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Bien, Anissa Ekane, vous... Oui, allez-y, Jean de Dieu. Merci. J'imagine que, et je note que c'est Anissa Ekane, le président, qui est face à Okol. C'est exactement ça. Et vous avez des questions précises à lui poser sur les tares, les avatars et même les reculades de l'opposition au Cameroun. Très bien. Je voudrais d'abord le rassurer qu'il a des admirateurs parmi les journalistes, tout simplement parce qu'il est un homme de circonspection méthodique. Je voudrais lui dire bonsoir également. Bonsoir. Et qu'il est d'une éloquence et d'une élégance intellectuelle admirable. Je suis tenté de dire trêve d'admiration, Jean de Dieu. Je voudrais lui poser 3 petites questions. Allons-y. La première, on a l'impression que l'opposition camerounaise est en panne. Et lui, Anissa, quel est l'avenir, quel est son avenir politique? Deuxième question. Commençons peut-être par la première, Jean de Dieu. Restez en ligne, il répond et puis vous reprenez le micro. Alors, l'opposition camerounaise, pour lui, est en panne. Peut-être veut-il ajouter où se trouve la panne? C'est dans le moteur? C'est une panne d'électricité? Ou c'est une panne due à l'incapacité du chauffeur à savoir manipuler le véhicule? Nous ne sommes pas surpris par les avatars de la lutte de l'opposition aujourd'hui, parce que je vous rappelle quand même que ce qu'on considère aujourd'hui comme l'opposition politique au Cameroun est à 98% constitué des résidus de l'UNC. 90% de l'encadrement des partis politiques d'opposition est issu du même moule, UC, UNC et RDPC. Donc forcément, lorsque la bataille se corse sur les difficultés s'amoncellent et que la sortie du tunnel par rapport à la situation politique n'est pas évidente, forcément, il y a des reculades. Très bien. Jean de Dieu? Oui, Armand. Deuxième question. Deuxième question. Le contexte du Cameroun, on a l'impression que le Cameroun est soumis à des velléités de déstabilisation, des velléités de ce que j'appelle Boko Haramisation. Et l'opposition est silencieuse. Quel est l'avis bien précis d'Anissa Ekane devant cette agression extérieure qu'on appelle l'agression des Boko Haram? Très bien. Anissa? Ah, nous ne sommes pas silencieux. Nous avons plusieurs fois fait des déclarations explicites. On a peut-être été le seul parti qui a d'une façon explicite... Il parle de l'opposition de manière globale. Oui, non. On se serait attendu peut-être à une mise en commun des grandes forces de l'opposition qui prennent clairement position et qui... Je venais de vous expliquer que cette opposition est très hétérogène. Elle est disparaît. Et vous noterez que c'est valable pour la Boko Haramisation, pour reprendre l'expression de Jean de Dieu ici, que pour plusieurs questions sociales, l'eau, l'accès au logement, à l'éducation et bien d'autres questions sociales. On a le sentiment que la classe politique camerounaise, l'opposition notamment, se réveille pour aller solliciter les suffrages, alors que pour les grandes questions, elle est plus ou moins muette. C'est la question précise de Jean de Dieu. Excepté le Manidem. Je vous donne l'explication tout à l'heure en disant que nous sommes quand même dans la grande famille UPCiste. En face, nous avons la famille ojulatiste qui s'insère dans le système néocolonial. Donc forcément, il y a des batailles qui ne sont pas fondamentales pour cette opposition-là, qui est en fait une opposition institutionnelle, qui veut rentrer en réalité
comme seul objectif, rentrer dans les institutions, peut-être les réformer, certainement les réformer, mais pas pour en finir avec le système néocolonial. Donc forcément, les divergences politiques fondamentales nous séparent avec un certain nombre de membres d'opposition. Bon, lorsque la situation est propice à la mobilisation, lorsque on sent qu'il y a des possibilités de sortie de l'impasse politique, alors il y a une synergie de les partis de l'opposition. Mais lorsque la situation se corse et que le pouvoir reprend du poil de la bête, que des trahisons, des compromissions mettent des failles dans cette unité structurelle de l'opposition, j'allais dire tactique, alors là, le problème se pose. Je vais vous dire, je prends l'exemple de Boko Haram. Nous avons été au début les seuls qui avons dit de façon explicite que le phénomène de Boko Haram ne peut être qu'un prélude à la déstabilisation. Prêchez pour votre chapelle, Anissé Kane. Vous avez bien l'occasion, faites-le. Oui, non. Vous ne pouvez pas dire avoir été les seuls. On a quand même senti le MRC, le CPP de Kawala, le SDF, l'UPC même. Non, je dis pas de... Et l'UDC surtout, avec son président national, qui est allé même sur le terrain. Le Manidem ne s'y est pas encore rendu. Vous savez, on va sur le terrain comme on va à la commémoration des morts de l'Islam. Non, je dis, nous avons été les seuls à parler de Boko Haram comme un prélude à la déstabilisation de l'Afrique centrale et principalement du Cameroun, en indexant de façon précise une puissance, la France. Ce qui n'est pas le cas, n'a pas été le cas pour les membres les autres partis opposition. Donc, ils disent que c'est léger une telle accusation. Vous rappelez qu'un député d'un parti que je ne citerai pas a dit la même chose et que son président était obligé de faire un démenti pour ne pas avoir le courroux de la France. Nous avons dit explicitement que la France est de façon implicite dans une dynamique de déstabilisation de l'Afrique centrale pour reprendre le terrain qu'elle perd dans la distribution de nos richesses. Anissé Kane, permettons à Jean de Dieu ici de conclure son propos. Jean de Dieu. Merci Armand. Dernière question. Si on imagine que certains jeunes considèrent Anissé comme étant président de la République, un de ces 4 matins, alors qu'est-ce qu'ils pensent de la problématique du franc des colonies françaises d'Afrique et surtout la problématique des comptes des opérations des petits pays africains, précisément de la zone franc, les comptes d'opérations qui sont logés dans la trésorerie française? Est-ce qu'il promet aux Camerounais, par exemple, une monnaie qui soit une monnaie africaine ou alors une monnaie camerounaise? Jean de Dieu, permettez-moi de vous dire infiniment merci d'être resté si tard à Yaoundé pour intervenir en direct. Merci infiniment et bonne continuation dans votre activité professionnelle. C'est moi qui vous remercie et salue également votre brillante invité. Anissé? Merci beaucoup. Non, mais nous n'avons pas attendu ces derniers jours où tout le monde se met au panafricanisme, ou parle du panafricanisme. L'avenir de notre continent est dans son unité et dans sa libération du joug occidental. Donc forcément, le compte des opérations, le franc CFA, il faut nous débarrasser de tous ces avatars de la colonisation. Forcément, le régime actuel n'est pas en mesure de gérer cette transition de façon très efficace et pour les intérêts camerounais. Mais même avec ce régime, nous sommes en mesure, si la situation évolue favorablement en Afrique centrale, de venir très rapidement à la sortie d'une monnaie régionale ou sur-régionale. Je vous ramène à la problématique de l'opposition pour conclure sur ce sujet. Y a-t-il, même dans un rêve fou, un avenir de cette opposition, qu'elle joue véritablement le rôle de contre-pouvoir qu'on attend de cette opposition et qu'elle soit tout au moins semblable à celle qu'on a connue à une certaine période en Côte d'Ivoire, par exemple, où il y avait 3 grandes formations politiques qui se tenaient en chaîne de faïence. Les préalables à un cliché comme celui-là, c'est quoi? Bon, les situations ne sont pas comparables. Nous avons une histoire politique beaucoup plus riche, voyez, que celle de la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que les gens pensent. Nous sommes quand même le seul pays en Afrique noire, francophone,
qui ait pris les armes pour en venir. Je n'ai pas fait une comparaison sur les contextes, mais je parle du cliché avec les grandes formations. Il faut comprendre où est-ce pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, toute l'histoire du Cameroun montre bien qu'on est un nœud gordien au niveau de l'Afrique centrale par rapport aux puissances occidentales. Donc, forcément, on a un amoncellement de difficultés pour structurer l'opposition. Deuxièmement, cette opposition, l'opposition camerounaise, est une opposition institutionnelle. Vous mettez là-dedans, dans ce panier-là? Pas du tout. Non, la grande majorité de l'opposition est une opposition institutionnelle. C'est-à-dire qui s'insère dans le système néocolonial. Ce qui va arriver pour qu'on arrive à un changement fondamental dans ce pays, c'est la montée en puissance de la contestation citoyenne qui va pousser ces soi-disant partis de l'opposition à des avancées qu'elle n'aurait pas voulu faire d'elle-même. Donc la situation mûrit. Et je suis persuadé, moi, je suis très optimiste. Tous les signes, nous avons là tous les signes avant-coureurs du fin du système. Nous avons une rubrique ici qui s'appelle les visages. On va l'aborder tout à l'heure, mais on va faire une sorte de demi les visages. Je vais vous citer quelques noms. Essayez de trouver, peut-être que c'est un exercice laborieux, des synonymes. Si je vous dis Froundi, son synonyme, ce serait quoi? Un homme du passé. Peut-être pas en un mot, mais en 2 ou 3 mots. Un homme du passé. Un homme du passé. Oui. Il doit passer la main. Non, non, non. Il est un homme du passé. Donc il passe la main? Mais qu'il passe la main ou pas, il est un homme du passé. Dame Djoya? Ben, c'est un opposant institutionnel. Issa Tchiroma Bakary? C'est le fou du roi. Vous n'êtes pas trop péremptoire, peut-être? On est en politique. Jean-Jacques Ekindi? Un déchu du RDPC. Dakole Daïsala? Un opposant institutionnel aussi. Belobo Amaïgari? Perdu. Complètement perdu? Perdu. C'est pas très difficile quand même, dis ça. Vous savez ce qu'on dit du quartier? Avoir été l'un des dirigeants d'un grand parti de l'opposition pour finir ministre des Auberges, c'est pas... Maurice Kamto? Un nouveau d'A25e heure. Kawala? Une brave femme. Très bien. Anissa Ekane, nous sommes allés à la rencontre de certains Camerounais, leur poser la question de savoir ce qu'ils pensent de vous. Il y en a que vous allez reconnaître, qui vous sont peut-être proches. Et nous ne sommes plus à écouter ce qu'ils disent de vous. Je vous propose de les écouter. On va revenir pour la suite en studio. Ekane Anissé, c'est un camarade du parti. Ekane Anissé, c'est un des vieux UPCistes qui ont maintenu l'UPC dans la clandestinité. Donc c'est celui-là même qui a apporté la démocratie au Cameroun avec son arrestation dans les années 90. Et Ekane Anissé aussi, c'est un de ces leaders de 90 les plus courageux, parce que dans les années 90, était un vrai leader, celui qui était courageux. Donc il est celui-là, avec son courage, a pu démontrer que l'opposition camerounaise pouvait faire quelque chose. C'est aussi grâce à ce courage-là qu'il a compris que le courage seul ne comptait plus pour diriger les partis politiques et il a démissionné donc de la tête du Manidem pour laisser la place aux leaders qui ont une stratégie organisationnelle. Donc c'est quelqu'un qui a une vision anticipée. Ce que je peux donner comme conseil à Anissé Ekane, c'est de maintenir ce courage-là et de le transmettre à la jeune génération et de ne plus prendre certains devants, de laisser les jeunes prendre les devants de certaines situations. Anissé Ekane, c'est mon camarade depuis plus de 40 ans. On était à l'UNEC et puis au Manidem et à l'UPC. Mais donc, on était très amis, on a même habité ensemble à un moment donné avec son épouse et son fils à l'époque. Mais ce qui va resserrer nos liens, c'est cette fameuse prison d'il y a 25 ans, en 1975, où je retrouve le tempérament d'Anissé, fougueux, toujours très fougueux, défiant les policiers du Sénère en Bopi, jusqu'à Yaoundé, à la BMM,
il est resté le même garçon très vif, qui a défié, alors que le parti disait qu'il ne fallait pas qu'on évoque l'UPC devant les tribunaux pour qu'on n'écope pas d'une grosse condamnation. Il a fait, et c'est lui qui a écopé effectivement d'une grosse condamnation de 4 années de prison ferme. Anissé, on s'entendait bien parce que autant j'étais calme, autant lui il était prêt au défi. Une fois, on l'a mis en joue, on lui a dit de ne pas avancer. C'était au lycée de Nouvelle, pendant les villes mortes, et il a avancé et le général s'est découragé, il a baissé son arme. Ça, c'est inédit. Et il a créé le carton rouge. Les gens ne le savent pas. Il a, un 1er mai, la direction du parti était en réunion en 91 et il a proposé le carton rouge. Bien fait. Et puis le parti a dit que c'était une initiative que toute l'opposition, c'est-à-dire la coordination, devait porter. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit avec nos partenaires, donc Cap Liberté, qui porte l'initiative du carton rouge. Mais c'était un garçon plein d'initiatives, un tempérament bouillant, je peux dire une lucidité politique aussi très grande. Et après, quand on ne s'est plus entendu, il a créé le Manidem, dont il a été longtemps le président. Le tempérament de Kane lui a souvent valu beaucoup de critiques dans le milieu politique. Comme toute personne fougueuse qui est toujours à l'initiative des actions les plus audacieuses, il peut arriver qu'une action passe mal, qu'il ait à reculer, mais il a gardé le même tempérament contre ASNL lorsqu'on était sous le joug des coupures. C'est lui qui a réagi en disant que mais qu'est-ce que c'est que ça, les Américains achètent une boîte et nous on a des calendriers de coupures comme si on était, je sais pas, au Moyen-Âge de l'électricité au Cameroun. Donc régulièrement comme ça, il a eu l'affaire des 9. Un jour, il lit dans le journal qu'il y a eu 9 jeunes disparus en 2001. Tout de suite, il se porte au fond de cette affaire, il va à Bipanda, il rencontre la famille, il organise des marches pendant 3 mois, de janvier au mois d'avril. Il fait des marches tous les dimanches avec son parti, le Manidem, pour que l'affaire des 9 soit élucidée. Il y a 9 jeunes gens qui ont été abattus. Quand on a fait un commandement opérationnel parce qu'on avait assassiné un boucher blanc, et ce commandement a commis beaucoup d'exactions, et je crois que l'affaire des 9 de Bipanda a largement contribué à ce que le commandement opérationnel s'arrête, parce que de toute façon, s'il ne s'arrêtait pas, le sommet France-Afrique, je crois qu'on était en 2000 plutôt, et s'il ne s'arrêtait pas, le sommet France-Afrique de janvier 2001 n'aurait jamais eu lieu au Cameroun. Donc il a eu des initiatives comme ça qui ont été bénéfiques pour le pays. La SONEL, SONEL est devenu moins arrogant, mais même si les actions n'ont pas continué après, mais ça a contribué à ce que quand même SONEL ouvre le dialogue avec la population. Je me retrouve au Sénat avec lui, je dois passer mon interrogatoire et Anissé arrive à communiquer avec moi dans la cellule. J'entends aux toilettes, j'entends une voix qui me dit Henriette, Henriette, et je me retourne, il dit ne bouge pas, n'aie pas peur, voilà ce qui va se passer demain. On a pu communiquer parce qu'il a été très malin, il a trouvé un moyen que je ne peux pas dévoiler, mais ce moyen était très audacieux pour qu'il puisse me parler et me dire exactement ce qui avait été dit pendant son interrogatoire à lui sur l'UPC, notre parti. Monsieur Anissé Kane, que je fréquente depuis de longues années, est un leader politiquement structuré et engagé. Je suis toujours fasciné par son extrême courage et son sens de l'anticipation.
c'est aussi un être très charmant et attachant. Il est parfois incompris des siens, mais c'est un maillon important du dispositif de l'opposition camerounaise, même si, il faut le reconnaître, il gagnerait, n'est-ce pas, à rallier le RDPC pour se construire davantage. Anissé est un frère, un ami, c'est un nationaliste intransigeant, puisqu'on est dans la politique. C'est un intellectuel qui a des principes et qui ne déroge pas, il est très fidèle à l'amitié. Et contrairement à ce que les gens pensent, je pense qu'il est plus proche d'un intellectuel tolérant, parce qu'il est tolérant plutôt que de Robespierre ou de Danton, et quand ne coupe pas beaucoup les têtes. Hein. Bon, et c'est un homme qui est allergique aux mensonges et à la flagornerie. C'est un très bon frère. Je l'aime beaucoup. Ah, ben, je connais Anissé parce que nous avons été étudiants ensemble en France et en Europe, et c'est l'un des membres animateurs pour le Cameroun de l'UNERC et puis après du Manidem, qui a milité fortement dans... C'est l'un des grands héritiers de l'affaire. Nous nous sommes souvent trouvés l'un en face de l'autre, pas parce que nous avions une opposition d'origine, mais peut-être une opposition sur la faisabilité du programme qu'ils ont. C'est-à-dire que Anissé est un nationaliste intransigeant qui n'a pas voulu avoir la moindre compréhension que les choses pourraient échapper et aller dans un sens qui n'a pas été prévu par le programme de l'UPC, puisque c'était l'UPCiste avant tout. Et donc voilà, je l'ai connu, il est resté fidèle à ses convictions et essaye de faire en sorte. Mais simplement, nous avons quelque chose en commun, il aime beaucoup le Cameroun et l'Afrique, et il ne négocie pas ce qui est l'intérêt général de l'Afrique. De ce point de vue, j'ai beaucoup de respect pour sa démarche. Il se donne le moyen de vivre même pas la privation, mais en restant sur ses principes. C'est un homme de très grande autorité. Conseil à Anissé, oui. C'est embarrassant, parce que je l'aime beaucoup. C'est un frère pour moi. Anissé, à l'origine, est l'ami de mon frère, de mon ami, le docteur Sylvain Cole. Et il sait respecter les gens de tout âge, il m'accepte comme je suis. Ce que je demande, c'est de rester comme il est, mais en comprenant qu'il y a une évolution et qu'il prenne part dans la construction du Cameroun, pas seulement en gérant le ministère du commentaire de la critique, mais en participant effectivement. Donc je souhaite qu'un jour il vienne au gouvernement. Et Anissé Kane, c'est la figure de proue du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est un opposant des plus virulents de la place politique camerounaise et je suis souvent très séduit par ses prises de position en ce qui concerne certains dossiers de la République, mais on aimerait davantage qu'en dehors des plateaux de télévision et des radios, qu'ils s'investissent un peu plus sur le terrain pour faire connaître un parti qui, après plusieurs années de vie, reste un parti un peu méconnu par les Camerounais, dont un parti microscopique. On aimerait plus qu'ils s'investissent sur le terrain pour faire valoir les idées de ce parti, avec bien évidemment avec son staff, et peut-être pourquoi pas, puisque c'est ce à quoi aspirent tous les partis politiques, conquérir dans quelques années le pouvoir qui lui échappe depuis quelques années, notamment en ce qui concerne les municipales, législatives et pourquoi pas les présidentielles. Très bien. Anissé, réaction? Beaucoup de choses ont été dites. Oui, bon, sauf que bon, l'invitation à rejoindre un bateau qui coule ne me concerne pas beaucoup, vous voyez. Je prends toujours l'exemple du Titanic qui coule. Là. Les rats quittent le navire, l'eau rentre dans le navire, les gens sont sur le pont. C'est vraiment pas le moment, cher ami Com. C'est pas comme qui vous a proposé de venir. Il a dit au gouvernement peut-être, mais il y a un qui vous demande expressément de venir les rangs du RDPC. C'est une mauvaise blague. C'est que ce n'est pas possible. Anissé Kane, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Nous voici donc à cette rubrique, cette fameuse rubrique des visages qui vont se positionner là. Vous allez les regarder et pour chacun des visages, vous aurez une quinzaine ou une vingtaine de secondes pour les commenter. Je propose que nous allions découvrir le tout premier visage. C'est un grand au Cameroun et en Afrique. Dites peut-être, commencez par dire son nom. Ruben Oumiobe, un grand, très grand.
en Afrique et au Cameroun, qui a eu... Mort très tôt peut-être. Ben, chacun a sa vie et sa trajectoire. Peut-être que c'est parce qu'il est mort tôt qu'il est aussi grand. Et qui a eu la folie de dire qu'il faut être indépendant, alors que tous ceux qui diraient ce pays pensaient le contraire, ou bien leurs aînés, vous voyez. C'est comme aujourd'hui, ça peut paraître la folie de dire qu'il faut en finir avec le système néocolonial dans notre pays. Mais on va y arriver. Très bien. Le prochain? Oui, c'est l'antithèse de celui qui est venu avant. Dépositaire quand même de la ligne, de l'idéologie du parti. Dépositaire de la ligne néocoloniale, des nationalistes qui ont trahi. Voilà. Il y a le respect des morts en Afrique, Anissé Kane. Moi, vous savez, lorsque le chat d'Iran est mort, le Calan enchaîné a écrit « Nous pissons sur son cadavre ». Voilà. Mais il a quand même gardé la flamme de l'UPC. Pas du tout. Il a créé le clientélisme, le népotisme, le tribalisme. Il a amené tous les mots du RDPC à l'UPC. Le prochain visage? Un bon monsieur, bon. Mais qui, dans un système... Vous connaissez son nom quand même? Monsieur Tonin Fritz, délégué du gouvernement. Non, c'est un brave monsieur, mais vous savez, il ne suffit pas d'être brave. Il faut être dans une démarche politique cohérente. C'est difficile au RDPC. Très bien. Le prochain? Un commis de l'État qui se prend au sérieux, qui prend son travail au sérieux, assez ouvert mais très discret. Je pense qu'il gagnerait à prendre des initiatives pour, pour ne pas rester dans les rangs. Vous n'avez pas dit son nom? Hein? Sadi, René Sadi. Vous êtes proche un peu, vous vous rencontrez souvent, vous discutez? Je l'ai vu de temps en temps. J'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde, sauf deux personnes. Qui sont ces deux personnes? M. Paul Biya et M. Laurent Esso. Voilà. Vous ne les avez pas encore vus. Mais dans l'entourage, vous avez vu tout le monde? Tout le monde, j'ai vu tout le monde. Il y a un que vous avez vu qui arrive. C'est le prochain visage. On le découvre. Oui, Belinga, oui. Il m'appelle mon beau. Du fait de mon alliance avec ma compagne qui était du Sud. Et il me rappelle sans arrêt que le Sud était un fief UPCiste. Ce qui est vrai. Mais bon, c'est l'intime des intimes du chef de l'État. Vous avez parfois accordé quelques facilités? Personnellement, non. Même pas personne interposée? Non, je l'ai rencontré pour ouvrir des portes à des amis qui avaient des problèmes, qui étaient injustement mis à côté. Très bien. Avant-dernier visage? Un dictateur sanguinaire qui est responsable de... Son nom? Amadou Ahidjo. L'antithèse de Omiobé. Et à qui les colons ont confié leur département, le Cameroun. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui le regrettent dans le contexte actuel, qui disent que la crise n'était pas aussi prononcée, il y avait une certaine embellie? Les fondements du système néocolonial ont été bâtis avec M. Ahidjo. Tous nos malheurs découlent de cela. Le dernier visage, c'est une personnalité que vous n'avez pas encore vue? Je n'ai jamais vu, je veux dire qu'on n'a jamais discuté, mais je vois ça sans arrêt à la télévision, dans ces nombreux déplacements. Non, moi je pense que c'est la fin. Voilà. C'est-à-dire? C'est la fin de son... Il ne sera plus candidat à l'élection en 2018, il ne sera plus votre adversaire. Adversaire des candidats, hein, pas je ne sais même pas si ses amis le lui permettront. Je ne sais pas. Anissé Kane, on va aborder ce que je vais appeler la dernière ligne droite de cet entretien. Vous, l'avenir du Cameroun, vous le percevez comment? Il est très ambigu. Il faut éviter le chaos. Et la seule personne qui peut nous faire éviter ce chaos, c'est Paul Biya. Si pour la dernière fois, à l'aube au crépuscule de sa vie, il prend la mesure des désastres qui peuvent arriver,
dans ce pays et qu'il ouvre ce pays. Il y a une chanson de Pierre Perret, c'est-à-dire ouvrez la cage aux oiseaux, laissez-les s'envoler. Il faut que le président Paul Biya prenne la mesure de la situation de notre pays qui est catastrophique, qui est coincé par les réseaux, qui est coincé par l'immobilisme et l'incurie, et qu'il confie tout au moins en partie ce pays à ceux qu'il aime, c'est-à-dire aux patriotes. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce que d'aucuns appelaient le scandale de Lyrique? Vous êtes dit, c'est la face cachée qui devient visible? Ah non, mais c'est récurrent. Moi, j'ai pas été surpris. Mais il n'y a que ça dans ce régime. Il vit de tripatouillage, ce régime. Les dictatures vivent de tripatouillage, de népotisme, de clientélisme, de corruption. C'est ce qui alimente une dictature. Pour vous, cette affaire d'image du président de la République dans le site, c'est une fausse note orchestrée au niveau de la présidence de la République, ou alors, comme le ministre de la Communication l'a dit dans un communiqué cinglant, c'est juste un fait de piratage? Oh, mais pas du tout. Ben, pourquoi on pirate par le site du ministère de la Communication, on pirate de la présidence? Moi, je pense que c'est des signes avant-coureurs de la fin. Ouais. La démence va se généraliser. On aura affaire à un bateau fou avec des pilotes fous, des marins fous. Pour vous, ça va ouvrir un autre débat, celui de l'absence jusqu'ici du chef de l'État sur le lieu même du drame, si on peut l'appeler ainsi. Mais il n'est pas absent uniquement aux obsèques. Il est absent dans la gestion des affaires de notre pays. Chacun fait ce qu'il veut. Je dis, on est rentré dans l'ère de la démence qui précède la fin des régimes comme celui qui prévaut au Cameroun. Anissé Ekane, je voudrais sortir par vous, je vais commencer par vous. Il y a eu quand même plusieurs reproches. Vous êtes fougueux, beaucoup de choses. Ça risque de s'arrêter, ça? Vous prenez ça en considération ou c'est le chien qui aboie pendant que la caravane passe? Non, vous savez, un homme a plusieurs aspects dans sa vie. Vous savez, on dit que chacun a des qualités et des défauts. J'essaie de faire fructifier tous mes atouts et de minimiser, d'amuser les dégâts de mes défauts. Il y en a qui vous a carrément souhaité d'être ministre, au-delà de vos desiderata, connaissant quand même tout ce que vous avez encore à offrir, pourquoi vous bouderiez un tel plaisir au Camerounais, si jamais l'offre vous était faite? Ce qui m'intéresse, c'est le pays. Ce n'est pas un poste ministériel. Vous pouvez aider le pays en étant là-bas? Non, on peut aider le pays si ce pays est dirigé vers un autre cap. Mais là, on va droit vers des icebergs ou des murs de corail. Hein. Ce soir, qu'est-ce que vous dites au président du Manidem, aux militants du Manidem? Le président du Manidem dit transmettez à la jeune génération tout ce que vous avez. Ce soir, vous leur dites quoi? Je ne suis pas un obstacle pour vous. Non, je dis que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, il faut continuer. Je terminais par un poème zimbabwéen qui dit que le chemin qui mène à la victoire et à la gloire est parsemé d'embûches. Anissé Ekane, vous avez un tout petit véhicule hein, de votre dimension. Une grosse cylindrée, ça ferait peut-être du bien. Et puis, ça améliorerait encore l'image. C'est l'argent qui vous manque ou alors vous fermez seulement l'œil des gens? Vous savez, tout le monde aimerait bien avoir une vie confortable. Mais on arrive à s'en passer lorsqu'on a d'autres objectifs plus grands, tels que notre pays. Anissé Ekane, nous arrivons au thème de cet entretien. Comment vous l'avez trouvé? Caustique, et j'aime ça. Merci. Merci à vous, Anissé Ekane. Bonne continuation dans votre activisme, dans l'activité politique et prêtez une oreille à ces nombreux Camerounais qui attendent encore de vous, à vos amis également qui ont de l'admiration pour vous et qui estiment certainement que vous avez encore beaucoup à donner. Merci infiniment à toute l'équipe de production, merci spécialement à l'un d'entre eux, Yombo, qui s'affaire au quotidien pour que ça se passe très bien. Merci également à Titi Mbaké qui travaille d'arrache-pied. Merci à vous, surtout, très chers téléspectateurs, d'être toujours là à nous regarder. Rendez-vous jeudi prochain. Bien de choses à vous, bien le plaisir. Je suis venu.